Donc, la dernière table ronde avant de recevoir la ministre s'intitule « Le changement, c'est vraiment maintenant » avec Jean-Marc Daniel, Antoine Dubout, Sacha Loiseau, Emmanuel Quillet, Sébastien Voinard, et le modérateur sera Didier Bazocchi. Je prends mes fiches. Tu as vu qu'elle veut parce qu'elle doit partir, il faut être pile poil avant. Ça suffit. 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Le changement, c'est vraiment maintenant. Vous avez 4 heures. Alors. Chacun. On ramasse les copies. La ministre de la Santé a annoncé il y a quelques jours une grande concertation sur une stratégie nationale de santé avec 4 axes. Le virage vers la prévention, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, rendre le système de soins plus pertinent et enfin l'innovation sous toutes ses formes organisationnelles, technologiques, médicales, numériques. On verra tout à l'heure si le changement, c'est ça, vous nous le direz. Je vous propose que nous travaillions en 2 temps. Un premier temps, puisque vous représentez différents secteurs professionnels du monde de la santé, et Jean-Marc Daniel représente le monde économique, théorie économique peut-être. Oui. Je vous propose que nous travaillions en 2 temps. Un temps très bref sur votre perception de la situation actuelle, et puis un temps plus important sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et je vais faire comme Jean-François Lemoyne, je ne vous nommerai pas ministre, mais éminence grise du ministre ou de la ministre. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, premier temps, nous démarrons. Antoine Dubout, vous représentez des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif. Les difficultés, les avancées que vous percevez aujourd'hui, c'est quoi? La principale difficulté, d'ailleurs, elle est arrivée dans les différentes tables rondes, hein, c'est une espèce d'incohérence, je vais essayer entre les analyses que nous faisons, qui sont à peu près bonnes, on est français, on sait bien analyser, et les conclusions ou les décisions qu'on prend après. J'ai 2 ou 3 exemples, mais je pense y aller. Le premier, c'est on a beaucoup parlé du parcours de vie, du parcours de soins, du patient au centre, tout le monde en fait son objectif, et en même temps, la réponse, pas à Cham, mais au jour le jour, c'est le nombre de lits, les établissements, les corps dirigeants, corps au sens de corporation, le statut du personnel. On reste dans des financements en tuyaux d'orgue, qu'on le veuille ou non. Le financement de parcours, on n'a toujours pas défini comment ça allait fonctionner. Et puis, une chose qui m'a frappé dans les débats, alors c'est peut-être un des axes de la FEAP, on a parlé de la prévention, du premier recours et autres, et à aucun moment, sauf une fois, je crois, hier, on a parlé du médico-social, qui est quand même une des dimensions importantes de la prise en charge des patients. Ça, c'est une des premières remarques. La deuxième, puis je m'arrêterai là parce qu'il y en a plein d'autres, c'est la notion de la responsabilité. Au lieu de parler des organismes, au lieu de parler des médicaments, il faut peut-être s'interroger pour savoir si le modèle de gouvernance que nous avons est pertinent. Or, je maintiens qu'il n'est pas pertinent, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que l'État lui-même est en conflit d'intérêts. Il est à la fois financeur, législateur, employeur, gestionnaire. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Vous répondrez tout à l'heure, bien sûr. Je essaierai de répondre tout à l'heure. Et la deuxième, c'est effectivement dans l'irresponsabilité que l'on génère, je suis désolé, il y en a quelques-uns ici, c'est le rôle des maires. Ça a été évoqué tout à l'heure par Elisabeth. Je suis désolé. Comment pouvez-vous présider quelque chose en étant irresponsable financièrement? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Voilà, très bien. Bon, bonne introduction. On a soulevé quelques questions. On verra comment on y répond.
Emmanuel Quiles, vous dirigez l'entreprise française d'un grand labo mondial. Vous êtes donc au contact de ce qui se passe dans les pays étrangers. Quand vous regardez la France, avec ce point de vue, vous voyez quoi? Je vois beaucoup de choses parce que la question c'est de savoir si on imagine 10 ans avant, est-ce qu'on aurait vu les changements qui sont en train d'opérer. Probablement il y en a qu'on n'aurait pas vu. Celui sur les données, tout le monde l'a vu. C'est absolument terrifiant pour moi quand on apprend des chiffres comme le fait que sur les 2 dernières années, à travers le monde, on a produit plus de données que depuis le début de l'humanité. Je pense que c'est absolument sidérant. Donc on imagine que pour les données de santé, ça se réplique. Et aujourd'hui, on est totalement englué par la quantité d'informations qu'on a à disposition. On ne sait pas quoi en faire. En ce qui nous concerne, il y a un tas de sujets qui se posent. C'est comment est-ce qu'on la partage, tout d'abord, à qui elle est accessible. Est-ce qu'on la rend accessible aux patients ou pas? Est-ce qu'on la partage aussi avec les entreprises du médicament? C'est un autre sujet. Est-ce qu'on la partage au sein d'un même établissement de santé? Donc il y a un tas de questions qui se posent autour des données. Donc je dirais pour moi c'est ce qui est le cœur des débats aussi depuis un petit moment. On a évoqué bien sûr les patients, leur rôle qui commence à être beaucoup plus visible aujourd'hui et c'est très bien. Il faut qu'on arrête tous de dire qu'on fait des choses pour les patients, il va falloir le faire avec. Et ça c'est un changement d'état d'esprit qui nous concerne tous. Et ça, comme Jean-François Lemaine disait tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Oui, parce qu'on dit qu'on veut faire pour, on ne le fait pas avec. Eh ben, il faut les impliquer. Nous, on l'a vu à nos dépens. Je pense que tout le monde le sait. La commission de transparence, aujourd'hui, il y a des patients qui y siègent. Ils donnent leur avis aussi sur un certain nombre de dossiers qui concernent les médicaments. En revanche, l'industrie pharmaceutique n'y est plus. Donc, je pense qu'on a quand même pris un certain tournant. Et ces patients-là, aujourd'hui, ce qu'ils réclament, eux, c'est l'innovation. Et notre difficulté à tous, c'est de définir qu'est-ce que c'est que l'innovation. En y remettant l'industrie pharmaceutique, on règle le problème? Lequel problème? Du rôle des patients? Non, je ne pense absolument pas. Je disais qu'il y a des choix qui ont été faits, de toute évidence, où on a compris que le patient avait son mot à dire dans un certain nombre de choses, et même des choses qui étaient relativement techniques. Donc on a un axe pour tout à l'heure sur le patient. Tout à fait, sur le patient. Parfait. Sébastien Voinard, vous êtes responsable chez Air Liquide de e-santé et maladies chroniques. Alors, je me suis interrogé sur maladie chronique et e-santé. C'est un poste, mais le patient dans tout ça, le médecin, la dimension non technologique, la techno va tout régler là, comme ça? C'est quoi ce poste? Évidemment que la technologie ne va pas tout régler. Je pense que c'est l'humain et le digital qui seront l'association de demain, ça c'est très clair. Je pense que le sujet de la e-santé est très vaste. Alors on a peu de temps et on va être pragmatique. Je propose de focaliser sur les sujets qui animent actuellement le PLFSS et la télémédecine. C'est une histoire qui date d'un point de vue juridique, la télémédecine. Donc c'est la médecine à distance et la médecine asynchrone. Ça c'est important. Ça a été juridiquement posé dans le Code de santé publique en 2009. 5 actes ont été identifiés par le décret de 2010. Le législateur a prévu des expérimentations en 2014. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la télémédecine en France est tout à fait à l'état embryonnaire et on espère beaucoup du prochain gouvernement. Pourquoi ça? Parce que 2009, 2014, c'est long, mais c'est très long. Alors, c'est la deuxième question que vous allez me poser tout à l'heure, mais si je voudrais revenir sur les bénéfices, si vous voulez bien, parce que c'est important qu'on ait en tête les bénéfices de la e-santé. Et je pense qu'on peut les catégoriser en 2 axes. Vous avez dans la télémédecine ce qu'on appelle la téléexpertise et la téléconsultation. Alors, la téléconsultation, c'est ce qu'on a entendu hier en Suède, c'est cette capacité pour un médecin de consulter un patient à distance. 80% de réduction, c'était un chiffre. La téléexpertise, ça permet à un professionnel de santé de donner l'avis à un autre professionnel de santé avec une garantie juridique et financière. Ça, c'est extrêmement important. Ça, on est dans un domaine... faut-il que ce soit reconnu par la tarification. Exactement. Donc, il y a 2 sujets. Et d'ailleurs, le PLFSS va proposer un passage en droit commun de la téléexpertise et de la téléconsultation. Ça, c'est un sujet d'accès aux soins. C'est un sujet de décloisonnement des territoires. C'est un sujet de réponse aux déserts médicaux. Il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important, plus complexe, qu'on entend peu parler, c'est la télésurveillance. La télésurveillance, notamment parce qu'il y a un impact pour les patients très important, et probablement s'il n'est pas en place aujourd'hui, une perte de chance pour des patients qui sont assez graves. Prendre 3 minutes pour expliquer ce que c'est la télésurveillance. Vous connectez des patients avec des dispositifs médicaux à domicile, une glycémie par exemple, des glucométres pour des patients diabétiques, un pèse-personne pour des patients qui sont en soins cardiaques, et ces données remontent de façon quotidienne, sont traitées par des algorithmes, on pourra revenir sur ce que c'est que les algorithmes, mais c'est bien des algorithmes et pas de l'intelligence artificielle. Dans le cas de notre solution Chronic Care Connect, nos infirmiers réanalysent ces algorithmes. Et enfin, l'information est passée au médecin qui peut prendre une décision. Alors, juste quelques chiffres. Dans le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, fait état de 2,1 milliards d'économies pour le système de santé.
évidemment basé sur une réduction des hospitalisations. Il faudra revenir tout à l'heure sur cette notion. Mais d'un point de vue médical, pour les patients, c'est 20% de survie en plus pour l'insuffisance cardiaque et 20% de réduction en moins. Donc je pense que c'est quand même se mettre d'accord sur ces pistes et surtout avoir en tête que cette transformation digitale, elle a un impact organisationnel massif et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire. C'est qu'on doit descendre à un niveau très concret, très opérationnel, à dire c'est quoi demain un cabinet de médecine libérale, une maison pluridisciplinaire de santé ou un hôpital, c'est quoi leur tableau de bord et comment ils pilotent avec la télémédecine de demain leurs activités et leurs patients, en accord avec les patients. Vous faites écho à ce que disait Antoine Dubout tout à l'heure. Exactement. Il y a quelques sujets de gouvernance, il y a quelques sujets de financement. Il y a bien aussi, évidemment, Mais Didier, la question de l'accès aux données. Vous voyez, il y a aussi on est en train de construire le modèle. Oui, mais il y a aussi un sujet de passer d'une sorte de théorie un peu... Enfin, moi, je ne me réveille pas le matin en disant pour ou contre les big data. Quoi. Ça, je laisse là pour le week-end quand je dis égal. La question du quotidien, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que on comprenne l'impact quotidien pour l'humain, pour l'homme, pour les infirmiers et les patients. En même temps, il ne faut pas simplifier. Il y a quand même quelques grandes questions de société sur tout ça. Mais il faut aussi avoir du La protection de données personnelles, c'est un vrai sujet. L'utilisation de ces données, y compris à fin statistique, c'est un autre grand sujet. C'est le socle. L'inclusivité sociale, des questions sociétales qu'on ne peut pas évoquer. Mais il faut aussi savoir faire. Elles sont traitées, ces questions En France, pour avancer, il faut traiter ça. On a la chance d'avoir un système de protection des données qui est basé à la fois sur la ZIP, la CNIL, et en plus qui est en écho avec le système européen, qui garantit un des meilleurs systèmes de protection de données aujourd'hui pour les patients. Et vous pouvez travailler les uns les autres avec ce système sans problème. Ça, c'est une bonne question. Je pense que parmi les freins sur la télésurveillance, c'est justement qu'un certain nombre nationaux n'ont pas accès aux données. On a été obligé de se battre, les fédérations hospitalières, pour avoir accès aux données alors qu'elles nous avaient été retirées. Donc on parlera des données et de l'accès aux données tout à l'heure. C'est évidemment un vrai sujet. Sacha Loiseau, vous êtes fondateur d'une structure de technologie, de dispositif médical innovante que vous dirigez depuis 2011. J'ai été frappé par le fait que vous avez été la... 2000, pardon. J'ai été frappé par le fait que vous avez été la plus grosse introduction en bourse européenne en 2011, c'est ça. L'EDM en France, ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Du point de vue de l'industrie des technologies médicales innovantes, donc du DM innovant, en fait, il y a un paradoxe. Ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'à la fois, on est en train de devenir une start-up nation, comme Israël. Il se trouve que les technologies médicales représentent une partie importante de ce développement, mais en fait, on est en train de devenir un peu une start-up nation qui se tire une balle dans le pied. Parce que de l'autre côté, qui est du côté du développement du marché français, de l'accès au marché français pour ces techno médicales innovantes, en fait, depuis 10 ans, il n'y a eu à peu près aucun progrès. Donc ça, c'est un problème majeur. Expliquez-nous bien pourquoi. Alors, on l'a déjà entendu, bien sûr, dans différentes tables rondes, y compris la dernière. Quand on développe une vraie innovation de rupture, et c'est là où est le point clé, c'est qu'est-ce que c'est qu'une rupture ? Une rupture, ça veut dire qu'on ne tombe plus dans une case existante. Eh bien, quand on est dans une innovation de rupture, on arrive en face d'un système français qui ne l'a tout simplement pas prévu. Donc, on a un parcours imprévu qui, comme j'aime bien le dire, n'est pas du tout un parcours du combattant. Un parcours du combattant, pour ceux qui ont eu la chance de faire leur service militaire, savent que c'est parfaitement connu. Ça fait 1 kilomètre, il y a 20 obstacles, on peut s'entraîner tous les jours, on peut devenir très bon. En France, c'est une sorte de grand tunnel tout noir dans lequel on ne sait pas dans quelle chausse-trappe on va tomber. Donc, concrètement, concrètement, pas clair. On doit... dites-le franchement. Concrètement, on a Où sont les problèmes ? Le problème, c'est que pour que l'adoption d'une technologie médicale soit massive, il faut qu'elle soit remboursée. Donc il faut avoir accès. Bien sûr, il faut avoir accès au système de santé du point de vue du remboursement. J'avais compris dans l'entretien qu'on avait eu au mois de juin qu'il n'y avait pas qu'un problème d'argent. Il y a aussi un problème de culture. Il y a aussi un problème, bien entendu, de T2A. On l'a entendu dans la table ronde précédente. Si on a une technologie qui va éventuellement réduire les soins qui ne sont pas nécessaires, réduire des chirurgies inutiles, par exemple, eh bien, malheureusement, on ne trouve pas forcément d'écho du côté de l'hôpital ou de la clinique, puisqu'on va faire diminuer le revenu de l'hôpital ou de la clinique, et que si on n'est pas remboursé, eh bien, on n'a absolument rien à mettre en contrepartie. Donc finalement, quand on arrive en face d'une clinique avec une techno de rupture comme ça, qui n'est pas encore remboursée, on dit, voilà, vous devez m'acheter ma techno, vous allez l'utiliser, vous n'allez pas gagner d'argent, vous n'allez pas être remboursé pour son utilisation, et en plus, éventuellement, vous n'allez plus avoir certaines chirurgies ou certaines procédures qui sont devenues inutiles. Du point de vue du directeur de l'hôpital ou de la clinique, évidemment, ce n'est pas du tout intéressant. Et je vais vous dire, vous pourriez vendre à l'étranger. Alors, c'est ce qu'on fait tous.
Donc, dans mon domaine, les sociétés réalisent largement la majorité de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Pour nous, c'est 97% du chiffre d'affaires à l'étranger. Et ça n'est pas du tout une réussite. C'est-à-dire qu'on croit, quand on entend ça, fantastique, on a des entreprises exportatrices. Alors d'abord, il faut savoir qu'en technologie médicale, notre balance commerciale est grandement déficitaire. Donc on exporte 9 milliards, on importe 11 milliards, alors que l'Allemagne exporte 28 milliards et en importe 8. Alors pourquoi l'Allemagne et donc, plein d'atouts, mais sur ce sujet. Avant de parler de l'Allemagne, donc ça n'est pas une réussite d'exporter. Pourquoi? Parce que c'est une triple peine. Quand on développe une technologie médicale, on a besoin d'énormément de capitaux. C'est déjà difficile, il faut les trouver. Ça, c'est un autre sujet dont on peut parler après. Mais si on n'arrive pas à trouver son marché domestique, eh bien, très vite, on est obligé d'aller taper à des portes internationales. C'est difficile. Évidemment, c'est plus facile de prendre le métro ou le TGV pour aller discuter avec des médecins dans son pays que d'aller en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, en Chine ou au Japon. Et quand on arrive dans ces pays, évidemment, on aimerait bien pouvoir se targuer de références importantes françaises, puisque le marché français est un vrai marché et qu'on a des très belles références médicales. Donc, quand on est en face d'un médecin allemand qui vous dit « Mais alors, c'est super votre techno, mon ami le professeur Intel aux Hospices civils de Lyon, il l'utilise ?» Non, il ne l'utilise pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à la financer. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai échangé récemment avec un chercheur en technologie de l'information qui m'expliquait que quand il veut monter une opération avec un grand hôpital français, un grand CHU, et il lui faut 1 an, 18 mois de discussion. À Singapour, où il travaille aussi, c'est 48 heures. Bien sûr. C'est quoi ça? Et vous citez Singapour, on pourrait citer bien sûr Israël et l'Irlande, qui sont des clusters de technologie médicale, qui ont compris alors que... Pourquoi ça? Qu'est-ce qui bloque là? Parce que ça, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème purement culturel. Alors, il y a un problème administratif et un problème culturel. Il y a un vrai problème culturel profond qui doit changer, c'est la relation entre les médecins et les startups, les industriels, si vous voulez, mais vraiment les startups. Donc, on a aujourd'hui pas du tout compris comment est-ce qu'on interagit justement entre médecins et développeurs des technomédicales, souvent qui sont des jeunes qui arrivent un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles et qui trouvent en face d'eux des gens qui ne sont pas habitués à ça. Et en plus, deuxièmement, il y a tous les freins administratifs pour effectivement faire un essai clinique en France. On sait très bien que les essais cliniques, c'est un vrai problème aujourd'hui, et qu'il y a une perte de vitesse, etc. Donc finalement, quand je disais qu'on se tire une balle dans le pied, c'est qu'on a, on le sait bien, des médecins, des chirurgiens extraordinaires, on a des chercheurs, des ingénieurs absolument fantastiques, on a des idées, et c'est matérialisé par le fait qu'on est deuxième pays à déposer des brevets au niveau européen et 4e mondial, mais on n'arrive pas à créer des champions mondiaux. Il n'existe aucune grande entreprise de technologie médicale en France, donc aucune, et il n'y a que 15 entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on entend ici, et c'est super, des très belles sociétés qui font 250 millions d'euros et qui existent depuis 70 ans. Je peux vous citer 50 boîtes qui ont moins de 20 ans aux États-Unis et qui font des milliards de chiffre d'affaires. C'est pas vrai que dans les technomédicales. Hein. Bien sûr que c'est pas vrai que dans les technomédicales. Tout l'univers des startups. Évidemment, mais c'est d'autant plus vrai dans notre domaine. Très bien. Alors, on verra ce que vous proposez tout à l'heure pour sortir de ça. Je pense que c'est pas simple. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, réputé, connu, éditorialiste. Vous entendez des professionnels vous parlez de leurs enjeux. Vous réagissez comment? L'avantage d'être le dernier à parler, c'est que je peux rebondir sur tout ce qui a été dit. D'abord, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre introduction, et vous l'avez dit, c'est que nos dirigeants nous parlent d'inégalité, d'innovation. Vous avez oublié de compétitivité aussi. Vous ne pouvez pas avoir un discours de nos politiques sans innovation, C'est pas le sujet de la mise de la santé, c'est le sujet de mise de l'économie plutôt. Ah non, aussi, la compétitivité, on vient de le dire, on n'exporte pas assez. Et donc là, c'est la langue de bois, le jargon, le Parti communiste bulgare des années 50, on répète à l'infini les mêmes bêtises et tout ça. Le véritable enjeu pour moi, c'est est-ce qu'on est pour ou avec les patients? Et est-ce que l'État va continuer à se mêler de choses qui ne le regardent pas parce qu'il est en situation de conflit d'intérêts? Or, est-ce que le changement va nous débarrasser d'un état d'esprit où on est pour et non pas... où le patient, c'est pour les patients. C'est-à-dire, être pour les patients, c'est dire, écoute, tu te soumets. Je sais, toi, tu ne sais pas. Je vais t'apporter quelque chose et tu vas avoir la bénévolence de nous dire merci.
Être avec les patients, c'est l'écouter. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que les nouvelles technologies, est-ce que le monde qui est en train de changer, puisque le changement c'est maintenant, est-ce qu'il permet ça? Et j'en suis convaincu. Je pense que nous sommes en train de passer d'une société qui était la société des années 60, cette société que tout le monde regrette, là, les 30 glorieuses, vous savez, avoir vécu les 30 glorieuses, ça devient un crime maintenant. Il va falloir payer plus de CSG. On est puni, parce qu'on a vécu une période, on a vécu au paradis. Or, c'est pas faux. Bah, écoutez, moi, enfin, je vais pas dire. Certes. On a vécu à crédit, on a connu. Je ne sais pas si nos enfants continuent. Oui, vous savez, les gens qui sont nés en 48. C'est pour ça qu'on a bien vécu. Oui, ceux qui sont nés en 48, ils ont commencé avec des tickets d'alimentation. Bon, je veux dire, vous savez, il y avait des taux de croissance plus élevés. Je ne vais pas insister, mais le pays au monde où le taux de croissance est le plus élevé en ce moment, c'est l'Éthiopie. Je pense que personne n'a envie d'aller vivre en Éthiopie. On préfère avoir le taux de croissance français en France que le croissance éthiopienne en Éthiopie. Donc revenons au centre du débat. Le centre du débat, je pense qu'on passe donc d'une société qui était cette société que j'appelle le capitaliste monopoliste d'État. Il y avait des monopoles, il y avait l'État qui régulait tout ça, avec comme conséquence que vous aviez des prix très élevés. La régulation se faisait par l'inflation. Le système était plus ou moins équilibré, mais quand il générait du déficit, il était persuadé que l'inflation allait effacer la dette qui était issue de ce déficit. Donc il avait une forme de régulation dans laquelle on était soumis à ce système. Je pense qu'on est passé à un système que j'appelle le capitalisme concurrentiel populaire. C'est-à-dire que le patient prend le pouvoir. C'est-à-dire que n'importe qui, effectivement, se trouve confronté à de la concurrence. Ce que fait une plateforme, c'est qu'elle met les gens en concurrence. Et donc, je pense que la société qui est en train de naître, étant une société concurrentielle, ça impacte sur le système de santé deux choses. Les monopoles qui subsistent, et parmi les monopoles, il y a la sécurité sociale, qui est un monopole... Alors, un monopole qui se défend sur le plan idéologique. C'est-à-dire, je suis l'héritier de la résistance. Je suis l'héritier de 1945. Donc, je suis intouchable. Certes... Il n'y a pas que ça. Le système de santé, la santé n'est pas un bien comme un autre. Ça a été largement décrit par des économistes, y compris très libéraux aux États-Unis. Oui, mais on n'est pas sur un marché de l'automobile ou des grippins. Enfin, Oui, j'entends bien. Mais dans la santé, effectivement, vous avez trois intervenants. Alors que sur le marché, en général, vous en avez deux. Vous avez le malade, vous avez le médecin, et normalement, le médecin en sait plus que le malade. Je dis normalement. Il y a une asymétrie d'information. Il y a une asymétrie d'information. Et pour corriger cette asymétrie d'information, vous avez une tierce personne. Donc vous avez ça dans la culture avec les critiques, vous avez ça dans la santé avec le financeur, qui est l'organisme de financement. Or, cet organisme de financement, il est en monopole. Et je pense que la société moderne réclame la fin de ce monopole, d'autant plus que, pour conclure, ce monopole, à mon avis, il a failli sur trois sujets. Il y a un sujet sur lequel le changement devrait être là et n'est pas là, c'est la CADES. On pourrait penser que dans 5 ans, elle ne sera pas là. La ministre a annoncé qu'on retournera à l'équipe des comptes au cours de la mandature. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais... Il y a 140 milliards à rembourser. Il y a 140 milliards derrière. La CADES, je rappelle, elle a été créée en 1997 pour 15 ans. Bon, elle est toujours là. Alors ça, c'est le premier sujet. Alors... Le deuxième élément qui est, à mon avis, c'est que, comme tous les monopoles, ils se heurtent à un marché noir. Les gens trouvent insupportable ce monopole et cherchent à le contourner. Alors c'est quoi ça concrètement? Mais ça, c'est deux sortes de façons de marcher noir. Il y a la fraude, c'est-à-dire on cherche systématiquement à contourner le système. Oui. Alors on l'évalue à quelques centaines de millions d'euros par an. Oui, 210 millions d'euros. Avec le rapport charges et produits de la sécurité sociale évalué à 210 millions d'euros. Et puis, c'est pas si important au regard de 160 milliards. Et puis vous avez cette systématisation de la revendication de la disparition du système auquel les pouvoirs publics répondent en disant, bon écoutez, vous avez un abcès de focalisation qui est le RSI, je supprime le RSI. C'est un aveu de... Et puis il y a le troisième élément, c'est la reconnaissance même par les autorités que le système a quelque chose de malsain en lui, parce que chaque fois qu'on vous parle donc de compétitivité, on vous dit qu'il faut baisser les charges sociales. Mais c'est quoi les charges sociales? C'est les recettes de la sécurité sociale. Les charges sociales, ce n'est pas quelque chose qui est pris ex nihilo pour pénaliser les entreprises, c'est quelque chose qui est pris soi-disant pour financer la sécurité sociale. Or, ce discours qui dit ces charges sont insupportables prouve bien que dans le monde politique comme dans le monde quotidien des gens, elles sont vécues comme étant illégitimes. Oui. Donc je pense que le système est condamné pour ça. On verra ça tout à l'heure. Simplement, il y a un sujet d'équité. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les dépenses de santé ne sont pas assurables. Mais je vous soumets la question pour vous y répondre tout à l'heure. Toutes les dépenses ne sont pas assurables parce qu'on n'est pas sur un phénomène de marché habituel. Et encore une fois, c'est largement décrit
par les économistes. On a un problème d'accès aux soins, on a un problème d'égalité de traitement devant la santé, qui d'ailleurs est un principe constitutionnel. On a un problème de coût de gestion dont on peut discuter. Alors pour le coup, il ne m'appartient pas d'entrer dans ce débat aujourd'hui, puisque je suis animateur, mais ça, c'est moins évident et même contestable. Le sujet central, c'est l'accès aux soins, l'équité, et que tous nos concitoyens puissent se soigner quand ils en ont réellement besoin, quel que soit le montant qui peut être extrêmement élevé de la dépense, et quand bien même ils n'auraient pas eu la capacité d'épargner ou de s'assurer. Donc c'est un débat, éminemment politique sur lequel on reviendra tout à l'heure. Oui, juste une réponse à ça, si vous voulez. On parle d'équité, tout ça, mais à partir du moment où vous avez un secteur libre, vous avez un secteur où, quand on vous dit si vous voulez rencontrer un ophtalmo, un oculiste, ou bien vous passez par le réseau habituel. Non, mais ça, c'est simple. Ça, les assureurs savent très bien faire ça aujourd'hui. Oui, mais ce que je dis, c'est que le système actuel n'est pas équitable. Il se prétend équitable, mais il génère ce que j'appelle un marché noir, c'est-à-dire des phénomènes de queue avec des gens qui contournent la queue, des phénomènes de surprise sur certaines prestations. Il n'y a pas de queue sur le traitement d'un cancer en France aujourd'hui, que je sache. Vous voyez ? J'entends bien, mais dans la vie quotidienne des gens, il y a des phénomènes. Mais on en débattra tout à l'heure. Donc, on va donc passer à la deuxième partie. Vous avez soulevé quelques points avec la fin de la sécurité sociale, qui est quand même un sujet qui nous dépasse un peu. Enfin, ça finance quand même la plupart des gens qui sont dans cette salle. Hein. Ça les dépasse pas du tout. Ça les concerne ça nous dépasse au premier chef. Autour de cette table. Premier chef. Donc, vous avez soulevé un certain nombre de sujets. On en parlera tout à l'heure. Je vous propose que, après ce tour de table diagnostique, en quelque sorte, on passe à quelque chose qui est plus délicat, plus difficile comme exercice. C'est que vous nous proposiez chacun vos solutions. Donc je ne vous nomme pas ministre, je vous nomme éminence grise de la ministre. Vous pourrez lui faire une proposition tout à l'heure. Vous faites quoi? Qui commence? Moi, je veux bien. Emmanuel. Les recommandations, il y en a déjà qui ont été mises en œuvre. Donc finalement, je me sens parfaitement alignée. Je pense qu'elle a eu le courage, la ministre, de décider d'un certain nombre de projets qui portent sur le long terme, qui est une chose excellente à faire, parce qu'on sait très bien que si ce n'est pas fait au début d'un quinquennat, c'est jamais fait. Et c'est notamment le sujet des prises en charge sur le vaccin. Je pense que tout le monde l'attendait, et qu'on vende ou pas des vaccins, on sait tous que c'est vraiment ce qui va servir la population. Vous dites ça parce que ça sert l'industrie pharmaceutique. Ah, mais moi, je ne produis aucun vaccin, donc ça ne m'intéresse pas, ça ne me... Voilà, je pense que c'est une mode. Le vaccin, le tabac, c'est pas ça qui va transformer, c'est pas ça qui va transformer fondamentalement les difficultés du système qui finalement ne fonctionne pas si mal que ça. Mais comment l'améliorer? Si personne ne travaille pour le futur, il ne se passera jamais rien. Donc je suis désolée, il y a des choses à faire sur le long terme que personne n'assumera et qu'on n'assume pas en fin de mandat. Il y a le vaccin. Donc elle se met déjà un dos, c'est très bien. La deuxième chose que je recommanderais, c'est s'attaquer à la numérisation. Il y a un vrai sujet, je disais tout à l'heure, sur les données. Je suis scandalisée de voir qu'au sein d'un même hôpital, on n'arrive même pas à se transférer. Je ne parle pas du DMP, qui vraiment, c'est juste ridicule. On est ridicule vu de l'extérieur. Moi, j'ai des difficultés à expliquer à mes patrons successifs ce qui se passe en France. Dans un même hôpital, il y a des hôpitaux qui ont attaqué le sujet. À l'Institut Curie, il y a un Chief Data Officer qui s'occupe, lui, de faire en sorte que toutes les données soient accessibles. Vous passez d'un secteur enfant à un secteur adulte, votre dossier n'est pas transféré. Je vous promets que c'est kafkaïen. Je trouve ça ridicule. Mais ça, c'est pas un problème technologique, on est d'accord, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de gouvernance. C'est complètement lié. On est encore au Minitel. C'est un problème de gouvernance. Eh bien, c'est un problème de gouvernance. Donc l'organisation aussi est à réformer. Bon, mais oui, ok. Quand on dit ça, il y a un vrai sujet sur le comment. Mais peut-être qu'Antoine nous en parlera tout à l'heure. Je vais revenir sur le sujet que je connais bien, qui est celui de l'évaluation. Et ça a été évoqué aussi hier, il y a trop de commissions aujourd'hui, donc il y a trop de personnes qui décident. Donc ce qui est superbe avec le gouvernement, et je pense qu'il y a ravi beaucoup de gens dans cette salle, c'est qu'on a dit enfin un gouvernement qui fait bouger les choses. Donc on arrive à montrer que des choses qu'on nous dit c'est impossible ou c'est compliqué, on peut les faire bouger très rapidement. Donc il y a la vaccination, le tabac. Oui. Vous avez d'autres... Alors, parce que c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va traiter un certain nombre de sujets de fond qu'on a évoqués tout à l'heure. Je peux revenir sur le sujet de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, et des données, peut-être. Vous avez parlé, tout à l'heure, vous avez parlé de
l'accès aux données. Et je pense que c'est là, pour le coup... Ah bah, on a le partage de données qui sont actuellement disponibles. Aujourd'hui, c'est un casse-tête. Je veux bien. Il y a un système qui a été mis en place, par exemple, pour les laboratoires où on peut accéder à un certain nombre de données qui sont des données de santé. Et je rappelle ici, tout le monde dans la salle, que les données nominatives n'intéressent absolument pas les laboratoires. On est dans des sujets... Ni les assureurs. Ni les assureurs, voilà. Et on est très intéressé, par contre, pour savoir comment sont utilisés les médicaments. Peut-être d'autres choses, mais nous, les médicaments, les stratégies thérapeutiques, pour voir comment, dans la vraie vie, les médicaments sont utilisés. Si on est obligé à chaque fois, chacun de son côté, de monter des cohortes séparées qui vont coûter des millions parce qu'on nous demande des schémas extrêmement compliqués dont personne n'est capable de se projeter sur l'avenir, on ne s'en sort pas. Donc il faut simplifier et fluidifier ces systèmes et arrêter de monter une structure qui va contrôler une autre structure, qui va en contrôler une autre, et qui finalement, 3 ans après, nous permettra d'accéder à des datas. C'est juste ridicule, c'est inexplicable. Donc je retiens bravo pour la prise en charge du vaccin et du tabac. Gros sujet, l'accès aux données, c'est la proposition que vous faites Entre à la autres. ministre. Et puis, je vous dis, l'accès aux innovations. Je reviens dessus. Alors, accès aux innovations, ouais. Dites-nous un peu comment... On a des innovations de rupture, ce que vous avez signifié tout à l'heure. De rupture veut dire qu'on n'a pas les bons critères pour les évaluer. On est en train de suivre des critères qui ont été déterminés il y a déjà plusieurs années. Ils ne sont plus adaptés à des médicaments qu'on va mettre sur le marché. Donc on se retrouve dans des situations juste ridicules avec des médicaments qui mettent plus de 700 jours pour arriver sur le marché. Et qu'on ne dise pas que c'est grâce aux ATU, tout va bien. Ça n'est pas la réalité. Aujourd'hui, le règlement européen... Ça, c'est un problème de règlement européen ou de réglementation ? Non, le règlement européen dit qu'on doit être capable, une fois qu'on a l'AMM, pour un médicament, qu'il soit disponible en 180 jours. La moyenne en France, c'est 400. Ça ne choque personne. Est-ce que nous, laboratoires, on va attaquer les autorités chaque fois qu'on dépasse les 180 jours ? Je vous le demande. Non, mais c'est juste ridicule. Moi, j'ai un médicament sur lequel 700 jours. 700 jours, c'est ubuesque. Donc vous avez fait une deuxième proposition, là. L'accès aux innovations thérapeutiques plus rapide. Ouais. Très bien. Merci. Sacha, peut-être. Vous proposez quoi ? J'ai envie de dire 700 jours, quel rêve. C'est génial. Je propose de changer de métier. Ouais, non, j'y pense tous les jours. L'industrie pharma, c'est mieux que DM. 700 jours, je ne sais même plus faire le calcul. 4 ans pour avoir un avis favorable de l'HAS et 3 ans depuis l'avis favorable pour avoir un acte tarifé. Donc on n'est plus du tout dans les 700 jours. Donc justement, juste pour terminer sur finalement le diagnostic global pour voir ce qu'il y a de positif. Donc on a des tas de sociétés qui se créent. Donc on sait toujours, aujourd'hui on est très content en France, depuis à peu près 2000, on a mis en place tout ce qu'il faut pour que des gens créent des sociétés. C'est super, et on arrive à les amener à un certain stade où peut-être elles ont un premier produit. Donc dans notre domaine qui est le DM innovant, ce dont on a besoin, c'est de trouver encore une fois le marché français. Mais attendez. Je vous ai nommé conseiller de la ministre. Je ne vous ai pas dit ce dont vous avez besoin en DM. Vous lui proposez quoi ? Ah ben si, je lui propose donc la fameuse ATU pour l'UDM. Oui, vous retournez là. Propose... Quand on est industriel UDM, on défend l'intérêt de son industrie. Quand on est conseiller de la ministre, on a une préoccupation d'intérêt général qui est bien sûr peut trouver des aspects matériels et industriels. Je ne suis pas corpsar et je ne suis pas rentré dans la fonction publique. Allez-y, alors vous lui proposez quoi ? Donc nous on a besoin de l'ATU pour le DM, donc beaucoup d'acronymes là. Donc on a besoin d'un remboursement temporaire avec tout un système de partage de risques qui nous permettent, une fois que le dispositif a été validé, donc ce n'est pas un petit truc dans un labo qui roule sur une table et qui n'est absolument pas prêt. C'est quelque chose qui a déjà eu, bien sûr, un marquage CE, peut-être qui est déjà validé par d'autres marchés, qui a des publications qui ont montré son intérêt pour le patient, éventuellement aussi pour le système de santé, ça dépend du stade. Donc, encore une fois, il est parfaitement safe et il apporte un bénéfice. On a besoin de pouvoir obtenir un remboursement temporaire rapide, avec tout un système qui permet de mesurer ensuite les métriques de succès de l'utilisation de ce DM. Donc là, on en vient à un autre sujet qui est l'évaluation en vie réelle, qui est très important, puisque contrairement aux médicaments, évidemment, tout le monde sait que c'est opérateur dépendant. Donc il faut aussi pouvoir former les utilisateurs et il faut pouvoir suivre toutes ces métriques. Donc aujourd'hui, on a parlé dans différentes tables rondes. On sait le faire à l'étranger, pas en France ? On sait le faire dans certains endroits, en particulier en Allemagne, où on arrive à avoir un remboursement temporaire. Il y a des méthodologies partout, quand même, sur l'évaluation. Oui, mais c'est en train de changer dans certains endroits. La FDA récemment a publié une nouvelle guidance sur
son ouverture à l'évaluation en vie réelle, contrairement au dogme du RCT, donc de l'étude randomisée contrôlée. Donc, pour revenir au remboursement, donc on doit être capable, une fois qu'on a dépassé un certain stade de développement, d'aller voir un hôpital et dire, voilà, moi j'ai une technologie, elle a déjà prouvé qu'elle est bénéfique pour vos patients, vos médecins en ont besoin et la veulent, je peux vous la vendre, vous pouvez l'utiliser, il y a un remboursement et on va ensemble mesurer ce qu'elle apporte dans le parcours de soins, est-ce qu'on va effectivement éliminer certaines procédures inutiles, etc. etc. Aujourd'hui, on a entendu hier parler du fameux forfait innovation. Forfait innovation n'est ni fait ni à faire. Donc il n'y a d'ailleurs aucune demande pour le forfait innovation aujourd'hui. Il n'y a pas de marché. Expliquez-nous par quoi vous remplacez le forfait innovation. Donc le forfait innovation tel qu'il a été reconçu après sa première version qui a échoué et qui n'a eu donc 2 candidats sur 5 ans, est en fait le financement d'une étude clinique, purement et simplement. Et financement partiel, ça ne finance pas l'équipement, ça finance une partie de l'étude clinique. Donc c'est ce qui s'appelait éventuellement le STIC avant, qui permettait donc de financer une étude. Nous, ce qu'on a demandé, c'est ce remboursement temporaire avec mesure du suivi de l'utilisation du dispositif. Et alors vous êtes écouté là-dessus ? Je crois qu'on est écouté. Je pense qu'au ministère, on a compris que le forfait innovation tel qu'il a été reconçu n'a eu donc qu'une seule demande, et qui a été en plus très très compliqué, et qu'il n'y a pas d'autres demandes. Dans notre association MedTech in France, où il y a 50 membres, il y a 0 demande, à part celle qui a été donc acceptée pour ce forfait innovation. Il n'y a pas de marché pour cette demande, tout simplement parce qu'on sait financer nos études cliniques, on est très content d'avoir du financement, mais ça n'est pas ça le point clé. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel. Vous nous dites forfait innovation, c'est le point essentiel. Enfin non, pour à la fois un bénéfice. Ce nom de forfait innovation. Un nouveau forfait innovation. Appelons-le remboursement temporaire, comme l'ATU pour les médicaments. Donc ça, c'est un élément déterminant à la fois pour évidemment mettre à disposition des technologies récentes, modernes, efficaces aux patients, et évidemment aussi pour reconstruire une industrie du DM. Absolument. Conditions nécessaires, pas suffisantes. Pas suffisante. Il faut aussi donc mettre en place cette évaluation en vie réelle et revoir l'évaluation avec toutes les innovations qui existent aujourd'hui, en particulier en e-santé, etc. Mais pas uniquement. On sait bien que l'évaluation standard ne fonctionne plus. Donc il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Et puis si on veut aller un peu plus loin, avec des mesures à long terme, justement, il y a un changement culturel qui doit s'opérer. Je pense que dans leur formation, les médecins, à un moment, doivent venir dans l'industrie, en particulier dans les startups, pour comprendre ce que c'est. Et là, on en revient bien sûr au fait qu'en France, on n'a toujours pas réussi à recréer ce qui existe aux États-Unis ou à Singapour, en Israël, depuis très longtemps, c'est-à-dire des clusters. Donc des endroits où on a à la fois des hôpitaux qui sont très performants, des universitaires, des labos, des startups, et où tout le monde travaille littéralement dans le même bloc. Donc c'est pas je vais prendre le métro et faire 5 stations. C'est littéralement, je sors de ma salle d'op, et je me retrouve à discuter dans une start-up du fait que, vous savez quoi, non, ça ne va pas votre truc. Il faut changer le truc, il y a un bel exemple construit à Grenoble à l'initiative du CEVA qui est Clinotech. On va faire des Clinotech partout. C'est un exemple et on peut reproduire cet exemple avec peut-être quelques changements. Il y a quelques très rares exemples en France. Donc ça, c'est essentiel. Donc trois recommandations. Le financement primaire. 4 alors. Ouais, la dernière, c'est le financement de ces entreprises. Alors, le financement, mais ça c'est le marché, c'est pas l'État. C'est plus ou moins le marché. On a besoin que ces sociétés, justement, elles puissent se développer. Encore une fois, vous parliez de mon introduction en bourse. Nous, en tout, on a levé 120 millions d'euros. Alors, les gens disent, waouh, 120 millions d'euros, c'est incroyable. C'est en France très important. C'est ridicule par rapport à d'autres endroits. On a aux États-Unis des sociétés qui en ce moment sont pré-revenus, pré-produits, pré-FDA, pré-First in Man et qui lèvent 500 millions de dollars. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on sait que pour disrupter, par exemple, l'industrie de la robotique chirurgicale et faire la prochaine génération, il faut mettre sûrement entre 500 et 1 milliard. Si vous me dites que c'est l'État qui doit les mettre, vous allez m'agacer, Jean-Marc Daniel. Il faut créer des fonds d'investissement spécialisés dans le domaine des technologies militaires. Mais ça, c'est le marché. À partir du moment où il y a un projet industriel viable, c'est le marché, c'est pas l'État. Je ne comprends pas. Alors dans ces cas-là, à quoi sert BPI France, qui est investisseur dans tous les fonds français ? Très bien. Donc c'est BPI France, non mais dites-le. Oui, mais avec un fonds spécialisé en technologie médicale. Ok, donc 4 recommandations. Le financement précoce de l'innovation, l'évaluation, les clusters et le financement, donc une participation de la Banque publique d'investissement à l'innovation. Voilà vos propositions. Le ministre a entendu. Sébastien, vous nous avez parlé de télémédecine.
La téléconsultation a cette caractéristique, c'est qu'elle n'est pas tarifée aujourd'hui. Le patient ne doit pas payer. Elle est tarifée sur la LD. Depuis hier, on a des bonnes nouvelles. Depuis hier, on a des bonnes nouvelles. Bon, elle était tarifée sur la LD, c'est ça, expliquez-nous un peu. Elle était tarifée sur la LD, elle n'était pas tarifée hors ALD. Racontez-nous et dites-nous ce qui vous paraît nécessaire de faire maintenant. De ce qu'on comprend du PLFSS, puis il est sorti il y a quelques jours, la téléconsultation avait un tarif, spécialiste dans la salle, donc j'espère que je ne dirai pas de choses fausses, mais il y avait un tarif, monsieur Revel, le directeur général de l'ACNAM qui est à ma gauche. On va lui demander. Donc il y avait des tarifs qui étaient préfigurateurs et ceux-ci vont être portés dans le droit commun au travers des négociations conventionnelles avec les médecins. Donc c'est important d'aligner finalement donner aux médecins la capacité finalement à pouvoir être rémunérés et récompensés de cette total. Alors sur les leviers, si j'étais auprès de Madame la Ministre, moi il y aurait 3 socles et 3 propositions, mais je ferais preuve d'une énorme modestie aussi, parce que la transformation numérique, c'est pas juste de la technologie, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qu'il faut changer. Il faut changer la façon dont elles travaillent. Et il faut aborder ça avec de la méthode. Il faut absolument aussi prendre conscience que ces transformations qui ont un impact sur la vie des gens. Alors les 3 socles, c'est simple et je ne vais pas revenir dessus. Il y a la sécurité des données. Voilà, donc ça, c'est la CNIL, la ZIP. On en a parlé beaucoup. C'est important, c'est le socle de la confiance. Le deuxième socle, c'est le DMP. Je ne vais pas revenir dessus. Le DMP, Madame disait tout à l'heure, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais je pense que l'approche de l'ACNAM est intéressante. On règle le problème du DMP comment? Parce que... Les leviers sont un peu plus loin, mais le problème du BMP, je pense qu'il est bien pris par l'ACNAM, avec une logique un peu de décentralisation du DMP, l'utilisation par des acteurs de première ligne. Je trouve ça tout à fait pertinent. Et puis le troisième socle, dont je ne vais pas parler non plus, c'est l'évaluation. Et en effet, il faut évaluer des technologies de santé qui impactent le comportement humain de façon complètement différente d'un médicament dans lequel il y a une causalité directe entre un produit et une causalité et un effet, alors que dans la e-santé, il y a beaucoup d'intervenants. Alors sur les 3 propositions, et encore avec beaucoup de modestie, la première chose, c'est que je pense qu'il faut descendre à un niveau pragmatique. Et il faut avoir ces débats éthiques, etc., moraux, et puis ils sont aussi, dans la France, ils sont réglés au niveau de l'Assemblée nationale, mais par l'État, mais il faut descendre à un niveau très pragmatique. Il faut comprendre aujourd'hui qu'un médecin, potentiellement demain, il va avoir de la consultation à distance, il va avoir des flux de données de ses patients qui vont arriver pour 10, 15, 30% de ses patients qu'il va devoir traiter de façon asynchrone. Il va avoir des conseillers, des avis de ses médecins. Et ça va complètement transformer la pratique d'un cabinet. D'ailleurs, quand on déploie notre solution, la première question qu'on pose, c'est comment on fait, Monsieur Voinard, pour s'organiser? Comment je fais maintenant? C'était bien, moi. Alors, ils vous disent quoi, les médecins? Parce que, pour le coup, alors, il y a une dimension culturelle et organisationnelle. Comment on fait? On arrive finalement, en travaillant avec les hôpitaux, avec les médecins, à trouver une dimension organisationnelle. Et je pense que ça marche. Alors ça marche, et pour l'instant, on est qu'en phase de l'expérimentation, mais c'est la première question qu'ils vous posent. Parlez là de médecins hospitaliers. De médecins hospitaliers, de médecins libéraux, d'infirmiers libérales. Donc il y a la compréhension de cette nouvelle chaîne de valeur qui est changée, modifiée avec le numérique. C'est fondamental de la comprendre à un niveau extrêmement micro, parce que si on ne s'entend pas sur cette vision-là, ça ne marchera pas. Ça va faire plaisir à Jean-Marc Daniel. Non, mais parce que d'accord. C'est sur le terrain que ça bouge. La concurrence qui est. Et l'autre chose, c'est qu'en plus, vous la subissez si vous ne faites pas ça. C'est là où l'homme reprend la main sur la technologie. La deuxième chose, et ça a été dit hier, c'est aligner les incitations. Les incitations avec le changement. Donc on a des bonnes nouvelles sur l'incitation directe à faire de la téléconsultation, mais il faut reconnaître que dans les systèmes de santé, les coûts des uns, c'est le revenu des autres. Alors vous dites, mais on va baisser de 20% les hospitalisations. Les hôpitaux disent, mais c'est mes revenus. Donc il faut absolument arriver à un système dans lequel l'ensemble des acteurs ont intérêt d'avoir ces techniques qui permettent de sauver la vie des gens. Et arriver finalement à avoir des incitations pour le faire. D'ailleurs, on voit dans la e-santé, ce qui marche dans les pays, ce n'est pas la technologie. On doit progresser, on doit être meilleur sur les algorithmes. C'est l'incitation économique, les systèmes qui sont capités, les AC aux États-Unis, qui font qu'on utilise la e-santé. Ce n'est pas l'inverse. Oui. Deuxième proposition... Attendez, là-dessus, c'est pas si simple, puisqu'on l'a vu dans le débat précédent, Antoine nous en a parlé tout à l'heure, dès qu'on déplace le système de financement, dès qu'on veut organiser un parcours... On se pose la question de à qui on confie le budget. Et évidemment, il y a des enjeux de pouvoir qui sont considérables. Si c'est le cœur du sujet, c'est probablement le sujet le plus difficile à régler. Ça fait écho à l'introduction d'Antoine, évidemment, tout à l'heure. Vous m'avez volé mon troisième levier. Je suis désolé. Alors, allez-y. Alors, le troisième levier, et je serai très bref, c'est qu'évidemment, la transformation numérique, elle ne peut absolument pas s'inscrire dans une trajectoire annuelle. C'est-à-dire, évidemment, le PLFSS qui a été créé par les ordonnances Juppé en 96, je crois,
c'est un excellent outil, mais assez comptable. C'est-à-dire que le porte-à-faux que vous mettez sur une année doit être compensé par l'atterrissage à la fin d'année, mais vous n'avez pas une marge de manœuvre importante sur un PLFSS qui doit, à la fin d'année, avoir un équilibre des comptes. Et donc, si vous voulez une transformation comme des entreprises comme les nôtres, il faut avoir une vision sur plusieurs années. Il faut être en capacité d'avoir, pour certaines mesures structurelles, pouvoir se mettre en porte-à-faux, en déséquilibre structurel, avec une promesse, évidemment, négociée. Avec là, vous êtes en train d'expliquer qu'il faut laisser filer le budget. Mais non, pas du tout. Mon patron, il me regarde à la fois mes objectifs annuels, il me demande un plan à 3 ans. Et donc, je pense peut-être pour certaines mesures structurantes dans lesquelles il faut se mettre à porte-à-faux, il faut avoir une trajectoire pluriannuelle, notamment dans le PLFSS. Ça, c'est une proposition qui pourrait être faite, tout simplement parce que la nature même du numérique, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain les ressources dans un hôpital. Et nous, du côté industriel, on ne peut pas du jour au lendemain investir des millions. Si on n'a pas de visibilité, cette trajectoire peut pas. Problème structurel sur le financement, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Très bien. Antoine, alors, vous avez rien tout à l'heure, avec votre introduction tonitruante sur la gouvernance et le conflit d'intérêts. Je vais reprendre la suite. Moi, je pense que les mesures à prendre, c'est un peu d'air. Avec une conviction, c'est que si la réglementation est nécessaire, elle n'est pas faite pour protéger le système. Ça, il faut bien en être convaincu. Notre système est bon, il faut bien l'évoquer. On a un très bon classement international de la prise en charge, de l'évaluation, etc. Mais il est bon parce que les professionnels sont bons. Ça, j'en suis convaincu, pas parce que l'organisation est bonne. C'est parce que les professionnels, les médecins, les directeurs d'hôpitaux sont des gens de compétents, bien formés. Encore faut-il pas trop les dégoûter du métier. Mais justement, mais je vais revenir en leur donnant un peu d'air. Voilà. Bon. Alors, quelques mesures. Bon, la première, je l'ai évoquée, je suis convaincu qu'il faut, et c'est relativement simple, créer une muraille de Chine entre l'État législateur et financeur et l'État opérateur employeur. Bon, ça existe, c'est faisable, ça ne demande pas des révolutions. Ça existe, par exemple, l'État l'a déjà fait avec Unicancer. Les CLCC sont différents, sont une structure associative. Alors, elle est présidée par le préfet, mais c'est une structure associative. Là vous faites un plaidoyer pro domo. Vous voulez transformer tous les hôpitaux publics en établissements publics ? Certainement. Belle tentative, Antoine, belle tentative. Non, mais concrètement, jusqu'où vous allez là-dessus ? Je vais sur première chose, créer cette muraille de Chine, c'est quelque chose de faisable, même en gardant le statut. Créer la muraille de Chine, et en particulier, les ARS ne sont plus les autorités des hôpitaux. Premièrement. Deuxièmement, il est absurde. Parce que quand même, il y a un rôle régulateur de l'État. Oui, régulateur, mais pas autorité. Ce n'est pas l'ARS qui va nommer le directeur général de l'hôpital. Ce n'est pas le ministre qui va nommer tous les médecins d'un hôpital public. Ça n'a pas de sens. Je trouve ça très beau sur le papier, mais je ne vois pas comment ça fonctionne. À un moment donné, pour que ça fonctionne, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut une société civile qui, localement, s'organise pour pouvoir nommer un directeur général. Elle est où, cette société civile ? Non, je n'ai pas dit ça. J'en suis pas encore là. Comment ça se passe pour Unicancer ? Mais il y a une vieille tradition, c'est pas né d'un jour. Ça s'est construit comme ça. Transposons la tradition. Je ne vois pas comment fonctionne la bascule. Il faut que vous m'expliquiez comment fonctionnerait cette bascule. Laissons les hôpitaux choisir. Ça, il y a quelques années, je crois bien, je n'étais pas né, ou en tous les cas, je n'étais pas dans le secteur, puisque vous savez que je ne suis pas de ce secteur. Je crois que l'hôpital de Strasbourg, le CHU de Strasbourg, a été à 2 doigts de choisir de passer sous statut ESPIC. Et je pense que tous les... Donc c'est votre proposition. Bon, attendez, c'est pas terminé. Bon. Donc ça, je pense que c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de responsabiliser, je l'ai évoqué tout à l'heure, les établissements publics de santé. Alors, on me dit que c'est très difficile d'interdire aux maires de présider les hôpitaux. Même si c'est maintenant facultatif, je crois qu'à 100% des cas, ou 99%, c'est toujours la chose. Moi, je crois qu'il faut être très simple. La réponse est simple. De 2 choses l'une. Ou le maire veut présider, et il est totalement légitime, et à ce moment-là, il est responsable financièrement, ou il ne veut pas présider, ou il ne veut pas être responsable financièrement, il n'a pas le droit de présider. C'est très simple. Je ne vois pas ce qui, intellectuellement, s'oppose à cela. Et si personne ne le fait, il se passe quoi ? Et si personne ne le fait ? De quoi ? Si personne ne conduit cet hôpital, il y a toujours on voit bien quand même que c'est un service public, non. Et qu'il y a un principe d'accès territorial à ce service public.
il faut bien que quelqu'un prenne la responsabilité de conduire cet établissement, cette organisation humaine. Les fameux ESPIC dont on parle, puisque j'en préside un, jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours eu des présidents. Et qu'on me donne un exemple d'un établissement qui n'a pas eu de président. Bon, celui que je préside est presque gros comme un... puisqu'il y a près de 900 lits. Hein, il y a toujours eu des présidents. La seule différence, c'est que je suis responsable. Et que, malgré tout, c'est une épée dans les reins. Bon. Donc ça c'est votre proposition. Alors, c'est pas terminé. Je n'ai pas dit que c'était la seule. La troisième, qui me paraît très importante, c'est sur le décloisonnement de la prise en charge pour se mettre dans la perspective de la continuité, du parcours de soins ou du parcours de vie. Moi, je crois que là aussi, il faut réfléchir à la façon dont est organisé l'État, qui génère, par des financements en tuyaux d'orgue, la poursuite au dernier stade. Par exemple, un exemple très simple, fusionnons la DGCS et la DGOS. Je ne vois pas ce qu'il interdit. Au moins, on aura une vision de la prise en charge qui ira du médico-social jusqu'à cette idée. Je croyais que vous alliez me dire qu'il fallait fusionner les budgets plus que les structures de gouvernance. Mais... Et le préalable, les budgets, c'est une autre chose. Le préalable, c'est que d'avoir une organisation qui permette de prendre en charge la totalité. Et puis, j'en ai une troisième ou quatrième qui est un peu plus provocatrice, mais on a passé 2 ans, ou 3 ans, 4 ans, à essayer de réorganiser l'administration, enfin, le concept des collectivités locales en France. On a créé de grosses régions, des régions XXL. Pourquoi est-ce qu'on ne leur confie pas la politique de santé ? Pourquoi est-ce on ne régionalise pas la politique ? Pas en ressources, puisque les ressources, elles sont assises actuellement sur des charges, etc. Mais pourquoi je rappelle que c'est comme ça que l'Allemagne a restructuré son secteur, en régionalisant la politique de santé. Alors on me dit, mais oui, mais c'est des landes, c'est pas les régions, etc. Oui, mais on essaye de donner du pouvoir, de faire de grosses collectivités locales, et on ne va pas jusqu'au bout. Là encore, la question de l'autonomie budgétaire doit être posée. Je ne sais pas ce qu'ont fait les Allemands, mais j'imagine qu'elle est posée. L'autonomie budgétaire ? Oui. Si vous donnez une autorité sans budget... Si, on confie le budget. Ah, on confie le budget. Mais pas la ressource. Ce qui veut dire qu'on pourrait mieux soigner non, pas la Bretagne ressource. qu'en PACA. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin des mêmes soins. Peut-être soins. qu'on l'est d'ailleurs, mais... On n'a pas besoin des mêmes soins en Bretagne qu'en PACA. C'est sûr. Et je ne vois pas pourquoi. Voilà. Donc il faut un dispositif solide d'évaluation. Or, on l'a dit à plusieurs tables rondes, il faut d'abord faire confiance aux gens. Je ne vois pas les présidents de région et les structures ne sont pas plus inconscients des besoins de la population que ne l'est l'État, qui est le garant de la totalité. Très bien. Merci pour ces propositions, Antoine. Propositions novatrices. Et je voudrais maintenant que Jean-Marc Daniel nous développe un peu ses visions au regard de ce qui vient d'être dit. Oui, justement. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit, c'est systématiquement l'idée qu'il faut davantage faire circuler l'air dans le système. Un appel d'air, que le système est trop hiérarchisé, tout ça. Vous avez dit le PLFSS est un bon outil, mais il n'est que comptable. Ben, allons jusqu'au bout. Ce n'est pas un bon outil. Le PLFSS, c'est... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vision de la santé où c'est le Parlement qui vote le droit à être malade de la population ? Vous allez dépenser en assurance maladie tant l'année prochaine, et c'est le Parlement qui décide de combien vous allez être malade. Dès lors que ce sont des budgets publics, il faut bien que quelqu'un décide, non ? Oui. D'ailleurs, c'est plutôt mieux depuis qu'ils le votent qu'avant. Je pense qu'il y a quand même un Parce qu'il y avait quand même, juste pour ceux qui sont dans la salle le savent bien, avant que le Parlement le vote, je crois me souvenir que c'était pire. Mais, oui, la question c'était pire, mais est-ce qu'on a pris la bonne orientation ? C'est-à-dire, je pense que même c'est une ressource publique. Oui. Le Parlement vote les ressources publiques. Non, ce n'est pas une ressource publique. Je rappelle que la sécurité sociale a un statut qui est un statut où c'est quelqu'un qui fait du service public mais qui a un statut privé, les agents de la sécurité sociale. Bon. Et encore une fois, c'est un monopole. Est-ce que la société actuelle doit continuer à s'organiser autour de monopoles ou est-ce que les nouvelles technologies lui permettent ? Bon. Et donc le PLFSS, c'est la forme ultime de l'aboutissement d'un processus monopolistique qui ne correspond plus pour moi à l'état de la réalité de la société. Et donc je pense, alors concrètement... Je trouve, pardon, je vous interromps, mais je trouve que vous mêlez la question de l'allocation des ressources qui
qui sont des ressources de la solidarité, des ressources nationales qui permettent de garantir l'accès aux soins de chacun des citoyens. Après, on peut sortir de là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bien la vision qu'on a la société française et probablement d'ailleurs l'ensemble de la société européenne. Il n'y a pas de système privé majeur en Europe. Comment ça, il n'y a pas de système privé majeur? Bah non. Écoutez, en Suisse, vous avez... Suisse, hormis la Suisse, mais... En Israël, alors j'aurais dû dire Union européenne. On a parlé d'Israël. En Israël, quand vous êtes un citoyen israélien, vous arrivez, on vous demande quelle est la caisse de sécurité sociale à laquelle vous voulez adhérer. Et les caisses viennent vous voir sur la base d'un produit concurrentiel en disant, moi, si vous cotisez tant, en Suisse, c'est pareil. Donc, elles arrivent, elles disent, si vous cotisez tant, je vous garantis ça. Alors, attendez, et vous distinguez l'allocation de ressources de la gestion. Là on peut avoir une allocation de ressources nationales. Non, ce que je distingue, et ce qui est important dans ce genre de système, c'est que vous avez la solidarité et la société doit avoir en charge la solidarité. Et puis, vous avez la dynamique assurantielle. Or, le système actuel, encore une fois, en mélangeant les deux dans une structure qui est une structure qui n'a pas de compte à rendre sur le plan de sa propre gestion. Quand elle est en déficit, elle transfère ce déficit sur la génération d'après. C'est facile de faire de la solidarité en disant, écoutez, de toute façon, nous, on est bien santé, on est bien soignés, c'est nos enfants qui paieront. Ils vont payer au travers de la dette qu'on va leur laisser. Je vais être un peu provocateur. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'il y ait un discours de vérité. Et ce discours de vérité, il ne peut être assumé que par les citoyens. Et les citoyens, ou bien ils le récupèrent en disant, écoutez, effectivement, c'est la démocratie, on va voter un PLFSS, sauf qu'on voit qu'on arrive à cette absurdité. Je maintiens, même en Union soviétique, on ne disait pas aux gens quel était leur droit à être malade. Là, on dit, vous avez le droit d'être malade à hauteur de l'ONDAM. Et qui n'est jamais respecté, d'ailleurs. Il n'a été respecté que 2 ans depuis qu'il a été voté. Donc, vous avez une situation qui est une situation paradoxal où on met en place un système qui est un système d'illusion avec comme double sanction. La première sanction, c'est qu'encore une fois, ce système génère du déficit et ce système projette sur les générations d'après les conséquences de son impéritie. Et la deuxième chose, c'est que la population n'a pas le choix. La population n'a pas la possibilité de dire, écoutez, moi je ne suis pas satisfait de la façon dont ça se passe, je veux aller voir ailleurs. Elle n'a pas cette possibilité. Et je pense que c'est d'autant plus important de regarder ça que les nouvelles technologies incitent la population à essayer de contourner cette situation. Vous enquêtez auprès des Français, il n'y en a aucun qui veut voir disparaître la sécurité sociale. Et si j'enquête auprès de 2 acteurs de terrain, si je demande à Emmanuel et Antoine s'ils préfèrent avoir affaire à des assureurs ou à la sécurité sociale, je sais ce qu'ils vont me répondre. Mais je vous réponds. Attendez, juste pour et puis je vous donne. Vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez garder la sécurité sociale? Évidemment, quand vous avez un organisme qui fait du déficit et qu'on projette... Mais ce n'est pas une question de déficit, c'est une question d'accès aux soins. Non, tous les Français, pas une question d'accès aux soins. Quand un Français... Ah non, mais si c'était gratuit, il serait encore plus satisfait. C'est un sujet d'accès aux soins. Oui, sauf que si c'était totalement... Qu'il faille une respiration, de là où je vous parle, je ne peux pas nier le fait qu'il faille une respiration, un système, et que probablement aujourd'hui elle est insuffisante. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous demandez aux Français... L'accès aux soins de base, il est permis par un système universel. Si vous demandez aux Français ce qui prouve que les charges sociales sont trop élevées ou pas assez élevées, tout le monde répond qu'elles sont trop élevées. Si vous demandez quelle est la campagne électorale, toute campagne électorale, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait élire en disant « Moi, je vais augmenter les cotisations sociales parce que je pense que le système tel que nous le connaissons a besoin de davantage d'argent et je vais lui donner davantage de moyens ». Vous connaissez quelqu'un qui fait campagne sur ce thème-là? Et donc, effectivement, vous avez une contradiction qui consiste à dire « On est content du système à condition qu'il ne nous coûte rien ». Mais il coûte à quelqu'un, il n'y a pas de... Il coûte, et en particulier en ce moment, il coûte à la génération d'après. Alors, 3 mesures concrètes que je prendrai. Et puis c'est un conseil au ministre, qui n'est pas et elle est médecin, je crois, le ministre, donc c'est primum non nocere. Surtout, on s'en mêle le moins possible maintenant. Et plutôt que faire, il vaut mieux défaire. Et donc, je pense que la première chose, c'est commencer à organiser effectivement la respiration du système en faisant de la sécurité sociale actuelle l'opérateur historique, comme France Télécom a été l'opérateur historique des télécoms, et en laissant un certain nombre d'opérateurs rentrer en concurrence avec la sécurité sociale, comme c'est en Suisse, comme c'est le cas en Suisse, comme c'est le cas en Israël. Le deuxième élément, je pense que, pour en revenir au mode de financement, je pense qu'il y a effectivement dans le financement de la santé des problèmes, qui est un problème général de financement de l'économie française. Et je pense que là aussi, c'est un noyau qui... Alors là, ce n'est pas la sécurité sociale en tant qu'institution, mais c'est la façon dont on appréhende la réalité de la retraite. Je pense qu'il faut créer des fonds de pension. Il faut financer la retraite par capitalisation, de façon à ce que les Français soient propriétaires de leur économie. C'est le capitalisme populaire. Restons sur la santé. Et la dernière proposition, je ne vois pas pourquoi il y a une fonction publique hospitalière. Je pense que le statut de quelqu'un qui travaille dans un hôpital n'a pas de raison d'être un statut de fonction publique.
Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous soigne, c'est pas de savoir quelle est sa carrière. Je pense qu'on attend de lui qu'il soit en situation de nous soigner. Et donc, je pense qu'une des formes de respiration, c'est aussi de donner un statut privé aux agents de l'hôpital. Merci Jean-Marc. Et il nous reste 6 minutes. Ouais. J'aimerais que Emmanuel et Antoine réagissent. Et ensuite, vous dites chacun un mot de conclusion, s'il vous plaît. Personnellement, je ne suis pas là pour faire le procès de la sécurité sociale. Je pense qu'on a tous de bonnes raisons de penser que ça reste encore un système qui fonctionne. On peut sûrement le remettre en cause à long terme, mais pour l'instant, il faut faire avec. Donc pour moi, le sujet, il est plus de celui de se demander... Moi, je n'ai jamais vu, franchement, autant de brillants esprits depuis 2 jours. Je crois qu'on voit intervenir un tas de personnes ici qui sont tantôt énarques, tantôt polytechniciens. Je crois qu'il y en a beaucoup autour de la table. Beaucoup d'idées brillantes, et on voit que finalement, on se confronte à une incapacité à passer à l'action, et c'est ça que je trouve le plus choquant, en essayant toujours de mettre dos à dos plusieurs équipes, que ce soit l'hôpital avec l'hospitalisation à domicile et d'autres oppositions qu'on a vues extrêmement nombreuses et que je trouve absolument ridicules. On s'occupe aujourd'hui de la santé. On n'est pas en train de jouer ce qu'on appelle un jeu fini. On est dans un jeu infini. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Donc aujourd'hui, on devrait être tous là pour parler, je le répète, des patients. Et c'est ça l'objectif final. Et c'est ça qui devrait nous unir. Or, ce qui se passe, c'est qu'on voit des guerres de territoire qui sont ridicules. Moi, je suis affligée quand j'arrive dans des hôpitaux, je viens pour discuter de projets généraux et j'ai une direction qui refuse de parler aux médecins dans la même salle, des gens qui ne se parlent pas. C'est choquant. Alors, on peut avoir tous nos problèmes, mais on a des problèmes d'organisation où chacun défend son territoire. On a, je pense que c'était Guy qui le disait hier, il faut qu'on supprime la cour qu'il y a autour du président de la République. Il disait également qu'il faut qu'il y ait moins de médecins parce que demain, avec toute l'automatisation, il y a un certain nombre de transformations qui vont avoir lieu. Je pense qu'il y en a une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir moins d'énarques. Il y a trop de gens qui pensent... Alors on ouvre le sujet. C'est pour l'année prochaine. On va le proposer à Guy. Bon. Alors, la guerre entre les politiciens et les énarques, Antoine, tu viens de marquer un point. Bon, un mot de conclusion, il nous reste 4 minutes. Antoine. Bon, moi je suis assez d'accord avec un certain nombre de choses et pas tout à fait d'accord. Bon, je pense que la sécurité sociale existe. Oui, elle existe. Elle a rendu des services de qualité. Et donc, je ne vois pas pourquoi, dans l'état actuel des choses, la remettre en cause, ça sera extrêmement difficile. Là, c'est un passage de domaine financier considérable. Ce serait difficile. Par contre, une proposition qui éclairerait, supprimons la CADES. Je pense que la CADES a anesthésié le système sans plus se rendre compte des déficits que nous portons. Et je pense que celui-là, qui a été une bonne idée de départ, a été anesthésié par le fait qu'elle a été chaque année, alors qu'elle devait être remboursée en 15 ans. Voilà. En ce qui concerne le service public qui a été... Je n'ai pas voulu rentrer dedans. On s'aperçoit que le service public hospitalier est actuellement en lambeaux. Je parle juridiquement, je ne parle pas des établissements. Il est en lambeaux. Il avait été supprimé par la loi Bachelot. Il n'a pas été rétabli en tant qu'universalité par la loi de Touraine, puisque n'importe qui peut l'exercer. Donc on est dans une espèce de confusion juridique actuellement qui nécessiterait une clarification importante. Le service public hospitalier, juridiquement, est en lambeaux. Très bien, merci. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des conseillers d'État. Messieurs, comment vous réagissez à tout ça, en un mot de conclusion, et au fond, qu'est-ce que vous retirez de tout ça? Vous repartez rassuré ou pas? Non, pas encore. Moi, je dirais en un mot que l'industrie des technologies médicales innovantes est un cercle vertueux. Elle aide les patients, elle aide les praticiens, elle aide le système de santé, elle crée des emplois, elle crée de la richesse. Mais pour que ça le devienne, il faut l'aider. Et aujourd'hui, la richesse, elle est créée ailleurs, parce que toutes les industries, toutes les jeunes sociétés sont, in fine, vendues. Et ensuite, la technologie n'est même plus utilisée sur les patients français. Donc encore une fois, on se tire une balle dans le pied, alors que ça pourrait être un cercle vraiment vertueux. Et l'autre chose, c'est que ça fait maintenant 10 ans qu'on propose ces mesures, qui évoluent un petit peu, mais à la marge, et qui ne sont pas mises en œuvre. Donc elles doivent l'être maintenant. Donc le changement, ça doit être vraiment maintenant. Sébastien, un mot de conclusion. Moi, j'aurais 3 mots. Confiance, pragmatisme, audace. Alors, confiance, c'est en travaillant autour de l'homme, autour du patient, autour des professionnels de santé. Je pense qu'il faut vraiment, comme disent les Américains, framer le problème au niveau le plus micro, celui de notre vie de tous les jours. Ça, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on va trouver la confiance et l'envie de travailler ensemble.
Le pragmatisme, c'est évidemment d'avoir des débats qui sont de haute volée, mais aussi demain se remettre au travail et travailler sur des patients. Et puis l'audace, c'est quand même un truc français. Enfin, on ne va pas se le faire voler, donc soyons audacieux. Très bien. Merci à toutes et à tous, et bravo.